et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'état de la recherche sur le virus Ebola, ainsi que des conséquences de cette maladie sur les populations africaines. Et en deuxième partie, on parle de l'Ukraine dans la foulée des législatives. Alors, le virus Ebola, c'est plus de 13 000 cas confirmés ou suspectés selon l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'ici, environ 5 000 personnes en sont décédées, principalement en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria, en Afrique de l'Ouest. Et des mesures sont prises et débattues, car certaines sont controversées, pour endiguer la propagation de cette maladie. Mais évidemment, ce que tout le monde attend et espère, c'est un traitement ou un vaccin pour enrayer cette maladie. Donc, pour mieux comprendre ce virus, cette maladie et où en est la recherche en ce moment, j'ai avec moi par Skype depuis Ottawa Marceline Côté, qui est professeure au département de biochimie, microbiologie et immunologie à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Pour commencer, dites-nous, vous êtes aux premières lignes de la recherche sur le virus Ebola. Si vous pouviez nous dire en quelques mots la nature de vos recherches. Donc, pour que le virus infecte et se propage, ce qu'il doit faire, c'est d'abord entrer dans une cellule, se répliquer, puis par la suite sortir de la cellule et infecter des cellules environnantes. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de découvrir des petites molécules qui vont inhiber à la première étape de l'infection, c'est-à-dire l'entrée du virus. Donc, on exploite des mécanismes qui sont importants pour le virus, puis on les bloque dès le départ. Donc, c'est ça qu'on fait. D'accord. Ebola existe depuis 1976 et ça a suscité une certaine peur au point même où ça a inspiré des producteurs hollywoodiens dans les années 90 et 2000. Il y a des grandes productions qui ont été faites. Et pourtant, toutes ces années après, aujourd'hui, on n'a toujours pas de traitement ou de vaccin. Pourquoi? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2001, il y avait très peu de fonds d'accordés pour ce genre de recherche. Puis, étudier le virus Ebola, c'est très dispendieux. Si l'on veut tester un vaccin, il faut le faire dans des singes. Et puis, évidemment, c'est très dispendieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'après les attentats du 11 septembre, là, à ce moment-là, il y a eu une énorme augmentation des fonds. Et puis ça, justement, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est proche d'un traitement. Les vaccins qui sont aujourd'hui, qui vont être testés en phase 1, ont été développés grâce à ces subventions-là qui ont découlé des tragiques événements du 11 septembre. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une conséquence de ce qui s'est passé, mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est très dispendieux de travailler sur le virus Ebola. Est-ce que c'est parce que c'est un virus particulièrement létal ou virulent? Est-ce que c'est un virus sur lequel il est très difficile de travailler à cause de sa nature même ou il y a d'autres raisons politiques ou sociales derrière ça? Ben, en fait, sa nature même, évidemment, parce que le virus est excessivement mortel. On parle de 90% de taux de mortalité pour certaines espèces du virus Ebola. Donc, c'est très élevé. Il n'y a pas de traitement. Donc, pour manipuler le vrai virus, il faut le faire en BSL-4, on appelle en confinement de niveau 4. Donc, on ne peut pas manipuler le virus comme ça, là. Il faut avoir un équipement de protection, il faut être dans un laboratoire spécial. Donc, c'est très dispendieux, évidemment. Puis, c'est lent. C'est une recherche qui est lente en raison de ces règles. Bien sûr, il faut les suivre. Là. Donc il y a pas on ne peut pas précipiter, on ne peut pas, même si on donnait des milliards et des milliards de dollars, il y a une limite à cause de la nature du virus et de ce que ça demande dans sa recherche pour la vitesse à laquelle on va dans l'atteinte Oui, mais justement, en augmentant les fonds, ça fait en sorte que les gens pouvaient prendre plus de risques, dans le fond, dans les recherches parce qu'il y avait plus de moyens. Donc, il y a moyen d'essayer des choses qui, normalement, on penserait ne fonctionneraient pas. Donc, certains de ces vaccins-là ou des traitements, des cocktails d'anticorps qu'on entend parler aujourd'hui découlent de tout ça, dans le fond. Et au moment où on se parle, on est en novembre 2014, est-ce
Est-ce qu'il y a un moment où on peut croire qu'on aura un vaccin? Est-ce qu'on a un objectif? Est-ce qu'on a un scénario sur, voici, on a à telle date ou à tel mois, on aura fort probablement un traitement ou il y a encore trop de points d'interrogation? Ben là, c'est difficile à dire. Puis aussi, je suis pas dans. Nous, on est encore dans le modèle murin, donc on n'est pas très, très avancé comparativement à certains des vaccins, mais on parle de. Certains vaccins sont en phase 1, puis ils montrent une efficacité très, très bonne chez les primates non humains. Donc, j'imagine que l'année prochaine, en début d'année ou en mi-année, on aurait quelque chose qui pourrait vraiment aller sur le marché. Puis, D'accord. Et est-ce qu'on peut croire à partir de ce moment-là qu'on aura enfin le remède qui permettra de juguler, ou encore il y a des vaccins qui, même s'ils fonctionnent, n'auraient pas une réussite totale ou ne seraient pas parfaitement à l'épreuve du virus? Hein? Bon, une réussite totale, c'est pratiquement impossible, mais ce qui se passe, c'est que le virus Ebola, là, on a l'éclosion actuelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une espèce particulière d'Ebola, c'est l'espèce Zaïre, mais il y a 5 autres espèces. Ah oui? Oui, il y a 5 autres espèces du virus Ebola, donc on ne sait jamais vraiment laquelle on va faire face. Donc, les vaccins qu'on voit actuellement qui sont en phase 1 sont contre spécifiquement le virus que l'on confronte aujourd'hui, mais ça ne sera pas nécessairement le vaccin qui va nous protéger pour la prochaine éclosion, par exemple. Bien. Bien, évidemment, on suit ça de très près. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Marceline Côté, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. L'épidémie de la maladie à virus Ebola n'est pas la première à frapper l'Afrique. Il y a eu le choléra, la rougeole, la malaria, bien sûr, et d'autres encore. Mais avec Ebola, l'impact est particulièrement fort avec la virulence de la maladie, la méfiance qu'elle suscite, et ça induit des comportements qui peuvent parfois, même souvent, entrer en conflit avec certaines habitudes, avec certaines mœurs, au point où on peut se demander si le virus n'est pas, en quelque sorte, déshumanisant. Alors, pour en discuter aujourd'hui, j'ai avec moi Patrick Claus, qui a été médecin humanitaire et qui est professeur à l'École de services sociaux à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Laurence Monet, professeur titulaire au département d'histoire aussi à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le pluralisme en santé. Bonjour. Bonjour. Donc, cette maladie-là est transmissible, très mortifère. Comment est-ce qu'elle a changé, bouleversé les rapports sociaux dans les pays affectés, Patrick? Bien, comme vous venez de le dire, effectivement, s'il y a un taux de létalité relativement élevé, très élevé, suite à l'infection et à la maladie à virus Ebola, selon certains, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le virus reste faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il faut un contact relativement direct et proche avec une personne infectée et symptomatique. Oui. Ce qui veut même dire également qu'une personne peut être symptomatique au début de la maladie sans pour cela que la personne puisse être infectée elle-même. Donc, je répète, en contact proche et direct avec les fluides corporels de la personne. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur les rapports sociaux? Parce qu'il y a des habitudes par rapport aux malades, par rapport aux morts aussi. Ça change le rapport des gens avec ces personnes-là. Bien évidemment, je pense que la presse a beaucoup parlé des dites pratiques culturelles, notamment les pratiques funéraires, qui sont incriminées comme étant une source importante, puisque rappelons-le, finalement, même s'il y a une source au niveau du monde sauvage, pour le moment sont incriminées certaines chauves-souris. C'est d'abord, avant tout, le mode de transmission de la maladie, du virus, qui va déterminer et qui va influencer les rapports sociaux dans leur ensemble. Alors, rapports sociaux dans leur ensemble, ça veut dire les rapports de tous les jours, puisque le virus, de nouveau, peut se transmettre par le partage, notamment de certains ustensiles, le partage de la literie, comme on peut le voir. Donc, il est évident que cela peut entraîner une modification des rapports de tous les jours. Mais ça veut aussi dire que tout le monde n'est pas, comme on dit en santé publique, à risque, mais qu'il y a certaines situations qui sont plus
je dirais, contaminantes, notamment les agents de la santé. On a vu qu'il y a beaucoup d'agents de la santé qui ont été infectés, qui sont même décédés dans les 3 pays. Mais c'est aussi le rapport de quelqu'un de la famille qui va s'occuper d'un membre de la famille malade à la maison, ou alors encore, ce que je viens de dire, les pratiques funéraires, où on prépare le corps, c'est-à-dire que si le défunt a été infecté, a été malade du virus Ebola, la personne qui est décédée, le défunt, est encore infectieux et donc peut transmettre le virus aux personnes qui préparent le corps et durant l'inhumation. Et donc, on demande aux gens de ne pas être en contact. On met les soignants sont par exemple dans des ensembles hermétiques où on ne les voit pas. Donc, tout ça change les rapports, comme vous l'avez dit. Laurence, j'imagine que ça crée une méfiance envers les autorités, envers le personnel soignant et que ça rend le travail d'une certaine façon encore plus difficile, laborieux. Oui, c'est sûr, mais ce qu'il faut bien considérer, c'est d'abord que toute crise sanitaire de ce type-là, Ebola n'est qu'un exemple parmi d'autres et il ne faut pas le négliger dans le temps et dans l'espace, de toute façon. Mais effectivement, tout type de crise sanitaire de ce type-là va entraîner des rapports de méfiance, mais pas seulement entre les soignants et les soignés, entre les soignés eux-mêmes, entre les soignants aussi également. Il est vrai que le costume dont on voit s'affubler les professionnels de santé peut renforcer la méfiance, ne serait-ce que parce qu'il met une distance supplémentaire entre le soignant et le soigné. Mais si on regarde dans l'histoire d'autres crises sanitaires, d'autres exemples d'épidémies plus virulentes d'ailleurs qu'Ebola, on se rend compte que finalement la méfiance envers Ebola est moins une question de virus que de contexte, soit social, soit politique, si on regarde l'Occident actuel et la façon surtout dont le continent nord-américain réagit au virus. Vous pensez que la façon dont le continent nord-américain réagit au virus a un impact sur la façon dont les gens, même dans les coins reculés, dans les 3 pays infectés, vont percevoir les soignants et la maladie elle-même et le stigmate qui Pas est directement. Ça prendra du temps. Et il est bien évident qu'ils ont d'autres choses à faire et d'autres choses à penser que de se préoccuper de ce que nous pensons. Mais ça va avoir un impact indirect puisque la façon dont nous réagissons va diriger les mesures qu'on va prendre et les mesures qu'on ne va pas prendre. Et en cela, oui, ça aura un impact inévitable. Et justement, est-ce qu'on peut déjà remarquer l'impact délétère de ça, de cette espèce de traitement qu'on accorde à ce virus-là sur les soignants, sur la façon dont on accorde les soins dans les pays infectés? Je pense que certainement, et là il faut revenir avec toute la relation sociale, comme l'a dit Laurence, c'est certainement une relation de méfiance, de préoccupation, que l'on a pu, même de défiance que l'on a pu voir lorsque depuis le début de l'épidémie, donc les environs on va dire de mars, où effectivement on ne comprend pas toujours d'ici, mais pourquoi ces réactions de violence, alors qu'il est simple qu'il faudrait aller chez le médecin et se faire soigner. Bon, ça ne se passe pas absolument comme ça. J'aimerais recontextualiser un petit peu essayer de comprendre cette relation de méfiance qui existe entre les gens et les ONG, les institutions internationales, mais également les autorités, tout ce qui représente l'autorité gouvernementale. Ça, c'est important. Pour comprendre cela, il faut aller un petit peu prendre en compte le contexte un petit peu historique, mais en tout cas surtout politique, social et économique de ces dernières décennies, sans vouloir, comme certains l'ont dit, présenter ici ou penser une relation mécanique entre le contexte colonial, mais on se souviendra quand même, comme des auteurs l'ont précisé, que la même région qui a connu l'émergence de cette épidémie, donc dans cette région transfrontalière entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, était déjà il y a plus d'un siècle, comme l'a dit Laurence, ce n'est pas la seule épidémie. L'épidémie, le théâtre d'une épidémie de la maladie du sommeil dans un contexte d'activité coloniale qui, dans les mémoires, finalement, laisse des souvenirs relativement ambivalents
entre notamment les épidémies et la domination coloniale et tout ce que la colonisation ou les nations coloniales ont pu apporter avec la médecine, mais aussi les expérimentations médicales. Il faut aussi se souvenir que les années 80, c'est l'époque pour le FMI et la Banque mondiale d'instaurer les fameuses politiques d'ajustement structurel, avec tout ce que cela a provoqué en termes de coupures budgétaires, notamment sur les infrastructures de santé. Les années 90, c'est un contexte de guerre, avec toutes les atrocités qui ont été commises, et une déliquescence encore plus grande des infrastructures de santé. Ensuite, quand arrive évidemment le virus Ebola, on ne sait pas encore comment exactement ça s'est déclenché, mais il est clair qu'il y a pauvreté, affaiblissement, enfin une infrastructure de santé publique qui n'est pas là pour répondre. Donc il y avait tout un contexte ici qui fait que les gens, sachant que de toute façon, on a beaucoup de chance dans un centre de santé de ne rien trouver, on ne va pas dans le centre de santé. Oui. Et dans ce contexte-là, de contexte difficile, on se demande que faire finalement, quelle est la meilleure approche que les soignants qui arrivent d'Occident essentiellement peuvent faire. Comment répondre à cette question? Oui, c'est vaste. Oui. Mais je pense qu'il faut réinsister sur ce que Patrick dit, c'est-à-dire le rapport étroit et au-delà du contexte colonial entre l'autorité politique, le soignant et la médecine qu'il représente. Parce que la biomédecine, par définition, est considérée comme autoritaire, est considérée comme contrôlante. Alors, l'expérience coloniale, oui, a survécu au-delà des générations, mais ce qui est vraiment important, c'est cette espèce d'incorporation de l'autorité qu'on retrouve dans le soignant. Frantz Fanon, un grand psychiatre martiniquais qui avait compris ça depuis les années 40 et 50, lui-même formé à la biomédecine, mais martiniquais, disait que finalement, la grande tragédie de la médecine, c'était d'avoir été coloniale, c'est-à-dire d'avoir connu cette assimilation à l'autorité politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces circonstances-là? On ne peut pas oublier le contexte politique, on ne peut pas oublier que la biomédecine est effectivement, dans une certaine mesure, déshumanisante et autoritaire, surtout en contexte de crise sanitaire. Il faut mettre en quarantaine, il faut évacuer, il faut éviter de toucher. Là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose, ou alors risquer de s'infecter de toute façon pour que les gens acceptent plus les soins. Mais là, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc sur ce plan-là, il n'y aura pas grand-chose à faire. Par contre, là où il y a des choses à faire, et qu'historiquement on voit se développer aussi, eh bien c'est un peu plus comprendre les pratiques locales, les pratiques d'inhumation par exemple, qui a toujours été un problème. Quand on regarde l'histoire de la gestion des épidémies, les pratiques d'immunisation sont extrêmement problématiques puisque c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux où on va toucher éventuellement le corps, presque mort ou mort, et donc là peut-être intervenir. Alors intervenir, c'est pas empêcher, intervenir, c'est éduquer. Et la grande dimension de la gestion de ce type d'épidémie, surtout en l'absence de vaccins, on n'arrête pas de parler de vaccins, on n'en aura peut-être jamais, c'est d'abord et avant tout l'éducation. Bien, c'est très intéressant. Malheureusement, on doit s'arrêter ici. Laurence Monet, Patrick Claus, merci beaucoup. Merci. Merci. Les partis pro-occidentaux d'Ukraine ont remporté clairement les législatives à la fin du mois d'octobre, des législatives qui faisaient suite à la présidentielle de mai dernier. Donc, à quoi ressemble aujourd'hui le portrait politique de l'Ukraine? Qu'est-ce que nous disent ces élections sur la situation politique en Ukraine? J'en parle avec Hélène Thibault, qui est postdoctorante au Cerium et qui a été observatrice électorale lors de ces élections. Bonjour. Bonjour. Vous avez non seulement observé ces élections, mais vous avez aussi observé la présidentielle et les législatives avant la chute du régime Yanukovych. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent dans cette dernière élection à la fin du mois d'octobre? Oui, premièrement, je tiens à préciser que j'étais observatrice pour l'Organisation Sécurité et Coopération en Europe, qui organise des grandes missions d'observation électorale. La différence première, évidemment, c'est lié bien évidemment au conflit, donc le conflit armé qui sévit depuis le printemps 2014. Dans l'est du pays. Dans l'est du pays, oui. Donc, les élections de 2012 ont été organisées sous Yanukovych. On peut reprocher bien des choses à l'ancien régime, mais l'OSCE a qualifié ces élections d'honnêtes et respectant la plupart des principes démocratiques qu'on attend d'une élection. Les élections sous Yanukovych. Les élections sous Yanukovych. Donc, il y a eu très peu de fraude. Le jour du scrutin, donc l'exercice démocratique, vraiment, le scrutin, marqué de très peu de fraude. Par contre, les élections, on a critiqué quand même le parti au pouvoir
d'avoir fait une utilisation abusive des ressources pour la campagne, mais aussi, on reprochait aussi plusieurs cas d'intimidation des candidats. Ah oui. Mais ça, on peut le dire également pour les scrutins, dans une moindre mesure, pour les scrutins de mai 2014 et la présidentielle. La présidentielle en mai et les élections ici. Mais franchement, les élections qui ont eu lieu il y a 2 semaines ont à peu près respecté tous les standards démocratiques selon l'OSCE. OK. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, sur la représentativité? Parce que ce qui est surprenant, c'est que le vote a eu lieu, évidemment, à la grandeur du pays, sauf l'Est ukrainien, et on a un vote massivement pro-occidental. Pourtant, il n'y a pas très longtemps, l'Est du pays était plutôt pro-russe ou nationaliste, penchant vers le slavophile un peu. Donc là, comment expliquer cette forte représentation des partis pro-occidentaux? Oui, en fait, une des grandes différences entre les élections de 2012-2014, c'est, bien évidemment, comme je l'ai dit, le conflit, mais aussi les 2 dernières élections sont des élections anticipées. Donc, ce ne sont pas des élections régulières. Donc, on aurait pu imaginer, puis elles ont lieu dans un climat d'urgence, si on veut. On aurait pu anticiper un grand enthousiasme de la population, alors que il y a à peu près 14 millions d'électeurs en moins pour l'élection actuelle. Donc, on parle de la Crimée, qui sont encore considérés comme des citoyens ukrainiens par l'Ukraine, et dans toutes les régions de Donetsk et de l'Est, de Luhansk et Donetsk. Donc, c'est énormément d'électeurs qui n'ont pas participé, une majorité en fait. Donc, on a vraiment on a perdu des électeurs, mais non seulement on en a perdu parce qu'ils n'ont même pas pu voter, mais il y a plusieurs personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes. La participation électorale est vraiment différente si on parle de l'Ouest ou de l'Est. Il y a des écarts d'à peu près 30 70 de participation dans certaines régions de l'Ouest, alors qu'on tombe à 40 dans l'Est. Dans le Sud-Est, notamment, où j'ai observé les élections, la région de Zaporozhye, qui est frontalière à Donetsk, on a eu des taux de 30-40 Ah oui? Donc, il y a vraiment moins d'enthousiasme pour les élections. De ce côté-là? De ce côté-là. Un côté qui est pro-russe? En fait, davantage pro-russe ou moins pro-occidental? Non? Je pense que ce sont des régions russophones qui se sentent peut-être mal représentées par le gouvernement à Kiev. Par contre, ce sont des gens qui ont quand même manifesté leur attachement à l'Ukraine. D'accord. Je pense que c'est faux de penser que la plupart des russophones d'Ukraine ont des sympathies envers la Russie. Ah, d'accord. Il y a quand même un attachement certain. Sauf que, justement, il y a quand même, on voit avec la participation électorale, un désengagement de ces populations-là. Donc, à savoir si ils sont bien représentés, c'est une question normative. Est-ce que les Canadiens sont bien représentés par leur gouvernement? On ne sait pas. Ça dépend aussi du scrutin. On a quand même un scrutin proportionnel en Ukraine qui fait que l'ancien parti des régions qui a participé à la course sous le nom Bloc d'opposition, ce parti-là, c'est l'ancien parti des régions, a gagné plusieurs voix dans l'Est. Donc, ils sont quand même représentés au Parlement. Là, en ce moment, il y a une coalition qui est en train de se former. On est dans les négociations pour la formation d'un gouvernement de coalition. Il y a déjà des lignes qui se dégagent, apparemment. À quoi est-ce que c'est susceptible de rassembler? À quel genre d'idées est susceptible de porter ce futur gouvernement de coalition? Mais en fait, je pense que c'était le premier ministre Yatsenyuk qui, lui, représente le Front populaire, qui a gagné encore plus de voix que le parti du président Poroshenko. Lui a proposé une coalition incluant le parti du président Poroshenko et aussi le Batkivshina, le parti de Yulia Tymoshenko. Donc, il propose de l'appeler coalition européenne, je pense. Puis ça, c'était un des thèmes de campagne dominants. C'était de dire, en fait, le rapprochement vers l'Europe est inévitable. En fait, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce que ça veut dire. Le rapprochement avec l'Europe est souhaitable et inévitable. Donc, on peut s'attendre à ça, encore plus de rapprochement avec l'Europe. Une volonté de transparence, il a beaucoup insisté là-dessus, le premier ministre. Sinon, je pense que j'ai lu quelque part, mais je pense que la source n'était pas très bonne. On avait invité aussi le Parti radical de Oleh Lyashko, qui est un parti un peu dont on peut douter
De la modération des idées. Oui, de la modération des idées. D'accord. Pour terminer rapidement, le 2 novembre, donc tout de suite après les élections législatives, il y a eu les séparatistes pro-russes de l'Est qui ont tenu leurs propres élections avec le soutien de la Russie. Pendant que vous étiez là, est-ce que vous avez senti que les Ukrainiens avaient définitivement abandonné ces régions-là, les tenaient désormais pour russes ou non, qui n'étaient plus politiquement ukrainiennes? Au niveau de la population, je pense que non. Il y a vraiment un attachement là, à l'intégrité, à la protection de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Par contre, le gouvernement ukrainien, récemment, suite au vote, a cessé les transferts d'argent. Si je me rappelle bien, cessé de payer les pensions aux habitants de Donbass, là, Luhansk et Donetsk. Donc, on dirait que peut-être un désengagement politique envers ces régions-là, mais il y a des franges, justement, nationalistes de la population qui craignent ça. Qui refusent de céder, mais qui craignent un désengagement politique de Kiev envers les régions du Donbass. Ce qui pourrait les faire basculer encore davantage ou les inciter à se joindre encore davantage à la Russie. Hélène Thibault, merci beaucoup d'avoir été dans nos studios. Merci. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous au Canal Savoir et sur les sites du Cerium et du Devoir. Au revoir.